Ça parle vélo, ça parle cyclisme, bienvenue dans le 353e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est les passionnés qui parlent aux passionnés. Le Coup Tordu, le podcast de vélo, le podcast de cyclisme. Alors je vous retrouve en solo pour le 353e épisode. On va faire la preview de la deuxième étape du Renault We Tour. On va parler également de la première étape du Tour d'Allemagne 2025. Première étape après le prologue qui a eu lieu ce mercredi 20 août. J'enregistre l'épisode le mercredi 20 août. Je vous rappelle que demain dans la soirée, donc le jeudi 21 août, donc ce soir pour ceux qui écoutent le Coup Tordu le matin en allant travailler ou sur la route du retour des vacances, donc en tout cas le jeudi 21 août dans le cours de la soirée, à la fois sur la chaîne YouTube du Coup Tordu et sur vos plateformes de podcast préférées. Je cite tout le temps Deezer, Apple Podcast et Spotify, mais il y a aussi d'autres plateformes de podcast où vous pouvez retrouver le Coup Tordu. Le Coup Tordu est présent sur l'intégralité des plateformes de podcast audio, donc on se retrouvera avec monsieur Thibaut alias Latib, le plus passionné des passionnés, et Enzo alias Phoenix qui sera de retour dans le podcast après avoir mis au monde son deuxième petit garçon. Enzo qui est chaud patate et qui est pressé pour cette Vuelta bien évidemment qui va débuter en Italie. Donc vous aurez le format habituel, vos 5 épisodes avec la preview pour le classement général et le parcours, la preview pour le classement des meilleurs grimpeurs, le classement par points, également le classement des sprinters, les électrons libres chers à nos amis de Side Limit et à certains jeux de fantasy également, et enfin le Team Classification. Et je réinsiste sur ce que je vous ai dit hier, il ne sert à rien de faire les previews trop en avance. En début de semaine, j'ai reçu pas mal de messages. Quand est-ce que vous faites les previews ? Hier, on apprenait le forfait de Richard Carapaz. Aujourd'hui, on apprend que Derek Guy ne sera pas de la partie, que Jasper Philipsen va bien faire la Vuelta. Donc si on vous avait fait la preview en début de semaine, c'est des éléments que l'on n'aurait pas eu. Donc cette preview, on aurait pu la prendre et la mettre à la poubelle. Et encore pire, je vais vous dire, la Vuelta, c'est encore pire que le Giro et que le Tour de France. Parce que finalement, c'est le grand tour qui, pour les coureurs et pour les équipes, est le moins planifié pendant l'hiver. Quoique ça commence un petit peu à changer. On voit de plus en plus de coureurs qui, pendant l'hiver, planifient la Vuelta à leur programme. Mais très souvent, quand on écoute des coureurs ou des directeurs sportifs, très souvent, les coureurs qui sont prévus pour un grand tour planifient le Giro ou le Tour de France. Parfois les deux, ça reste assez rare. Et ensuite, on fait un petit peu l'état des lieux. Et à ce moment-là, on décide ou non si on va sur la Vuelta. Tadej Pogačar était annoncé sur la Vuelta depuis des mois et des mois. L'organisateur de la Vuelta lui a fait un parcours littéralement sur mesure. Sauf qu'à la fin du Tour de France, Tadej Pogačar, il a dit « Je préfère partir en vacances avec Urska. Ça m'intéresse pas trop, on verra en 2026. » Donc, j'estime que, particulièrement pour la Vuelta, à H-36, 36 heures avant le coup d'envoi de la compétition, c'est, je pense, le moment idéal pour vous envoyer les informations. Et d'ailleurs, il y a encore 2 équipes au moment où j'enregistre le podcast. On est le mercredi 20 août. Là, il est 21h02 au moment où j'enregistre. Il y a encore 2 équipes qui n'ont pas encore donné leur start list. Donc, je trouve que c'est le timing idéal. Je sais que pour vous, ça fait un peu moins de temps pour écouter, mais pour moi, voilà, c'est important d'essayer de faire quelque chose. On va dire, alors on fait des erreurs, on dit des conneries, mais de vous présenter quelque chose, en tout cas le plus crédible et le plus précis possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans le Coup Tordu. On envoie du volume, mais c'est pas parce qu'on envoie du volume qu'il faut que ça baisse en qualité. Moi, en tout cas, je tiens à ça. Donc, H-36, rendez-vous ce jeudi soir pour les grandes previews de la Vuelta 2025. La preview de la Vuelta, je vous en parle un petit peu. J'attaque quand même cet épisode avec un petit mot sur un coureur qui va faire partie de cette Vuelta. David Gaudu, ça fait un petit peu débat à droite à gauche. David Gaudu doit-il ou non lâcher le classement général pour jouer des victoires d'étape, pour jouer des échappées et pour essayer de remporter un maillot du meilleur grimpeur? Alors, si j'écoute des analyses à droite à gauche, si je lis également un petit peu vos commentaires sur les réseaux sociaux, la réponse est oui. J'ai l'impression que d'un avis général, il y a pas mal de gens qui aimeraient voir David Gaudu un petit peu arrêter de se prendre la tête avec le classement général et en gros Free Gaudu partir sur complètement autre chose. Moi, écoutez, je vais vous dire un truc, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et je vais revenir sur une analyse qu'avait Enzo Phoenix sur Thibaut Pinot à l'époque, et je vais la transposer à David Gaudu parce que pour moi, cette analyse, elle est aussi valable pour David Gaudu. Thibaut Pinot, pour Enzo, il nous avait expliqué sur son dernier Giro qu'il ne gagnerait pas d'étape et qu'il ne gagnerait pas non plus d'étape sur le Tour de France parce qu'il ne sait pas courir en échappée. Et c'est vrai qu'à la fin, il n'a pas gagné d'étape. Mais c'est vrai qu'il courait en échappée et il courait comme un leader. Et Gaudu,
depuis le début de sa carrière. Bon, on l'a vu apparaître sur le Tour 2019 où il tirait des bouts droits dans la montagne. Il était incroyable pour Thibaut Pinot, mais après il s'est matricé comme un leader. Et j'ai presque envie de vous dire que de devenir un super baroudeur, c'est presque un autre métier. C'est presque un autre métier. Déjà, alors quand vous êtes leader, on vous demande évidemment d'économiser le plus d'énergie possible pour ensuite fournir un gros effort dans le money time. Mais quand vous êtes baroudeur, c'est pas du tout la même histoire. Déjà, faut réussir à prendre l'échappée. Ça devient de plus en plus compliqué de prendre les échappées sur n'importe quelle course. On en avait parlé avec André Amisud. Ça devient, même sur des 2.2, ça devient très compliqué de prendre les échappées. Donc, faut réussir à sentir le moment, vraiment le moment où la course va se décanter et vous allez réussir à prendre l'échappée. Donc ça demande déjà une certaine intelligence tactique. Au moment où vous prenez l'échappée, faut pas avoir gaspillé trop de cartouches. Regardez quand vous préparez vos bêtes en live. Quand un mec a tenté 3 fois, 4 fois, 5 fois de prendre l'échappée et qui se retrouve dans l'échappée, en vrai, il a lâché un nombre de mines mais incroyable par rapport au mec qui lui va tenter sa chance pour le premier coup et qui va se retrouver directement dans l'échappée. Donc ça, on a quand même un avantage maintenant en 2025, c'est qu'on a la plupart des étapes et des grandes étapes, des grandes courses World Tour, on les a en intégralité. D'ailleurs, pour la Vuelta, je crois que c'est le seul grand tour où ça ne sera pas le cas malheureusement. Donc ça, numéro 1, faut prendre l'échappée. Et ensuite, une fois que vous êtes dans l'échappée, il faut aussi avoir l'intelligence tactique de, entre guillemets, jauger les forces en présence. Qui est bien, qui n'est pas bien, à quel moment ça va partir, être hyper observateur et surtout en faire moins que celui qui en fait le moins. Il y a eu des GOAT dans l'histoire du cyclisme français. Le meilleur de tous, ça a été Thomas Voeckler. Thomas Voeckler a réussi à suroptimiser énormément de résultats et énormément de victoires. C'est peut-être le mec qui, dans l'histoire du vélo, a suroptimisé le plus par rapport au niveau réel qu'il avait, même si évidemment il était très très fort, mais personne n'aurait imaginé qu'il puisse par exemple faire 4e d'un Tour de France et vivre 2 épopées en jaune. C'est qu'il n'était pas plus fort que les autres, c'est qu'il était plus intelligent que les autres. Et pour moi, Thomas Voeckler, dans ce registre, il est le digne héritier de Jackie Durand. Jackie Durand, il a optimisé toute sa carrière parce qu'il était plus malin et il était plus intelligent que les autres. Alors je vous dis pas que David Gaudu est idiot, je vous dis absolument pas ça. Je vous dis simplement qu'il n'a pas été matricé pour ça. Il s'est pas construit dans cette idée. Donc pour moi, Gaudu, il doit rester dans son ADN. Si ça s'aligne, pourquoi pas aller faire un beau classement général. En début d'année, il était pas pourri. Il tape à Damiette sur le Tour d'Oman. Après, il a un accident parce qu'il se fait renverser, je crois, par un chat ou par un animal. Là, il y a le grain de sable et derrière, ça part un petit peu en cacahuète. Il fait un Giro dégueulasse. Ce qu'il a fait sur le Tour de l'Ain, ça m'inquiète pas énormément si, je dis bien si, j'ai pas les détails de sa préparation, si il sortait directement de stage et s'il a utilisé le Tour de l'Ain comme surcompensation. Je préfère voir Gaudu comme ça sur le Tour de l'Ain. Je vais faire un parallèle un petit peu avec Derrigui qu'on avait vu pas très très bon sur le Tour des Alpes au départ et qui finalement nous a fait une 4e place sur le Giro. Alors est-ce que je vous mettrai Gaudu dans le top 10 dans mes pronos? Ça vous le verrez demain. Mais pour moi, il doit rester dans cette idée-là, quitte à finir 10e, même une 15e place fatiguée. Il est comme ça, c'est son destin, c'est son ADN. Et pour moi, c'est pas à 27 ou à 28 piges qu'il va se réinventer. C'est comme Guillaume Martin. Voilà, c'est Guillaume Martin. Son truc, c'est de reprendre du temps quand il y a des trous d'air, des espaces, de faire des top 13, de faire des top 8, des top 9. C'est comme ça. C'est voilà. Voilà, je vais vous reprendre un petit peu. Il y en a certains qui connaissent un film qui s'appelle The Rounder, c'est un film sur le poker avec Matt Damon, et à un moment donné le vieux sage dit à Matt Damon: il ne faut jamais fuir ce que l'on est car notre destinée nous rattrape toujours. On bascule chez les amis de Side Limit pour la 2e actu de ce podcast parce que il y a des épreuves qui sont prévues sur Side Limit bien évidemment pour cette Vuelta. Alors le retour des jeux en quotidienne sur l'appli, ça c'est vraiment très très important. Si vous avez envie de tester le jeu, prenez l'appli Side Limit, vous allez pouvoir vous amuser gratuitement en Ligue 4 tous les jours, faire des compositions d'équipe, essayer de gagner des cadeaux, des petites rewards, vous familiariser avec le jeu. Alors beaucoup de nouveaux managers sur Side Limit ces dernières semaines, ça a continué après l'épisode hors série que je vous ai fait sur les coureurs de Side Limit, voilà, que potentiellement il faudrait avoir pour avoir une belle galerie pour attaquer l'année 2026. Donc c'est le hors série, c'est pas le dernier épisode, c'est l'épisode d'avant. Je voulais juste faire un
petit exercice rapide pour les nouveaux managers qui viennent d'arriver sur Side Limit et vous faire un petit tour du marché secondaire parce que forcément, comme il y a beaucoup entre guillemets de chair fraîche sur le marché, il y a des managers un petit peu sans scrupules et ça c'est le jeu, ça arrive et ça arrivera encore, qui en profitent pour aller mettre des mecs en vente sur le marché secondaire et à des prix totalement délirants. Et c'est vrai que si vous n'avez pas forcément, on va dire, l'échelle, c'est pour ça que quand vous arrivez sur Side Limit, moi je vous conseille de pas vous précipiter, rentrer en Ligue 4, le temps qu'il faut, même si ça dure plusieurs semaines, avant de mettre $1, $2, $10, vraiment essayer de comprendre les rouages du jeu, comment fonctionne le marché. Vous allez voir, ça va très très vite, vous allez comprendre assez vite, mais vraiment d'y aller tranquillement pour bien comprendre le jeu. Donc, pour acquérir des coureurs, il y a le marché secondaire, à savoir d'autres managers qui vont vous revendre des coureurs. Alors déjà, si vous avez envie d'avoir des coureurs pour disputer la Vuelta en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Ligue 3, vous pouvez faire quelque chose. Quand vous êtes sur l'appli Side Limit, vous allez sur marché, vous allez sur marché secondaire, vous allez dans la liste de départ et dans la liste de départ, vous pouvez cliquer sur Vuelta España. Et là, vous allez voir une liste de coureurs qui sont proposés par les managers à différents prix. Et moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pense des prix qui sont proposés. Alors, je vais prendre des prix totalement au hasard. Là, par exemple, je vois qu'il y a un Julien Bernard Rose qui est proposé par un manager. Julien Bernard, qui au passage est comment dirais-je, re-signé pour 2 ans à la Lidl Trek. Alors Julien Bernard Rose est proposé à $39. Si on prend les 3 dernières ventes de Julien Bernard Rose, on a $29, $25, $25. Donc moi, ce que j'aime bien faire, si vous voulez, pour définir un prix, le juste prix, comme on disait à l'ancienne, c'est d'essayer de faire un petit peu la moyenne des 3 dernières ventes. Je trouve que c'est, on va dire, une bonne idée pour avoir le marché actuel. Donc pour moi, un prix correct, c'est $27, c'est le prix normal. Un prix un petit peu moindre, sachant que Julien Bernard va encore courir 2 ans plus cette Vuelta, un prix un petit peu moindre, $25, c'est pas mal, et si vous l'avez à moins de $25, c'est un bon prix. Donc là, la première carte que je vois, Julien Bernard vendu à $39, bon, ça va en faire marrer certains, j'ai pas fait exprès en plus d'ouvrir ça, mais le fameux Benko, il se touche un peu, Benko. Voilà, $39, il se touche un peu. Là, je vais sur une deuxième carte. Bon, voilà, Julien Bernard est vendu là $34. Donc, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Ce qui manque encore sur Side Limit, c'est de pouvoir aller négocier directement manager à manager. Ça, c'est véritablement quelque chose qui manque sur Side Limit. En tout cas, le marché secondaire est véritablement blindé de cartes. Il y a beaucoup d'affaires à faire. Par exemple, je vois Reisberg des Israël qui va faire la Vuelta. Alors là, par exemple, j'ai cliqué sur une carte rose. Les derniers prix, c'était 8, 6,80 et $11. Et là, je le vois vendu à $10. On va dire que c'est la fourchette un peu haute. Mais à 3 jours d'un grand tour, le manager qui le vend, c'est Van Pitt, c'est un auditeur du podcast. C'est pas délirant. Voilà, c'est pas une super affaire, mais le manager n'abuse pas. On va aller au hasard sur le marché des bleus. Donc quand vous cliquez sur la carte du coureur, si vous voulez, vous avez l'historique. Vous avez l'historique des ventes. Là, on va aller par exemple en bleu. Il y a Pablo Castrillo qui est vendu à $35 en bleu. Bon, Pablo Castrillo, alors il est à la Movistar, il est plus dans le jeu, donc il est accessible uniquement sur le marché secondaire, donc ce qui fait que son prix bien évidemment est plus cher. Les 3 dernières ventes de Pablo Castrillo, c'était $35, $25 et $20. Bon, là je le vois en vente à $35, on est vraiment sur la fourchette haute. Voilà, on n'est pas dans l'abus total ni complet, mais on est quand même dans une fourchette relativement haute. Donc essayez, moi c'est le conseil que je vous donne. Premier conseil que je vous donne, c'est de regarder le prix de vente des 3 dernières cartes pour savoir si le manager abuse ou pas. Et comme il y a énormément de concurrence actuellement sur le marché secondaire, moi je pense que voilà, les managers, n'hésitez pas à faire jouer un petit peu la concurrence et à baisser un petit peu vos prix si bien évidemment vous avez envie de vendre. Là, je regarde par exemple Pierre-André Côté qui est vendu à $18 en rose, c'est le dernier que je vous fais. Les dernières ventes, c'est vrai que c'était assez inégal. On avait du $25, on avait du $10 et on avait du $4,32. Bon, $18, Pierre-André Côté, ça reste, c'est pas abusif, mais ça reste un poil cher. Voilà, ça reste un poil cher, on va dire la fourchette haute. Je vous redonne notre parrainage si vous avez envie d'intégrer l'aventure Side Limit, c'est Coup Tordu 0 avec le chiffre 0.
On bascule sur... allez, on va commencer par le Renault 8 Tour. Alors, Renault 8 Tour, je vous avais donné Tim Merlier, mais j'avais pas pris de bête dessus. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'exploit non plus là-dessus. Hein. C'était plus pour le fantasy. J'étais un petit peu surpris que ça pète quand même par endroits. Pour moi, c'était un sprint, mais ça n'a pas été un sprint si évident que ça. Bon, après, on a vu que le vent de face, quand les coureurs sont remontés sur Brent Kent, bon, il n'y a pas eu de souci. Le peloton est revenu. Tim Merlier, encore une fois, un véritable assassin. Il lance ses sprints au cordeau, c'est vraiment là-dessus où il a le plus progressé ces 2 dernières années. Comme je vous le disais hier, hein, avant vent de face, il avait un petit peu de mal. Aujourd'hui, il arrive véritablement à lancer son sprint véritablement au bon moment. C'est pour ça, voilà, il est d'une précision mais incroyable et il remporte assez aisément cette étape devant Arnaud Delis. Alors pour le scénario de cette deuxième étape, ça sera, je pense, à peu près la même chose. Pour moi, il y a beaucoup plus de risques de bordure sur cette étape. On va être Vando, hein, quasiment. On va du côté d'Ardois, hein, bien évidemment, une ville très célèbre dans le cyclisme. Hein. Voilà. Il y a un paquet de courses qui passent dans ce coin-là et qui s'arrêtent dans ce coin-là. Donc Vando, pas mal quand même, un bon petit Vando qui pourrait créer des cassures et des bordures avant l'arrivée sur le circuit final. En revanche, on aura plutôt un sprint vent de face. Donc est-ce que ça va casser assez tôt ou est-ce que ça va forcer, on va dire, un petit peu à l'arrivée du circuit final? Je sais pas. Voilà, j'ai un petit peu de mal à me définir. Moi, je pense que vu la nervosité qu'on a eue sur la première étape, je pense que ça devrait casser en milieu d'étape à l'approche du circuit final, et je ne pense pas qu'on aura un sprint ultra méga massif comme on a vu aujourd'hui sur la première étape. Alors je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, hein, on va faire ça bien dans les clous et bien dans les règles, et puis parce que c'est vrai également, ne faites pas n'importe quoi, faites du management de bankroll. Je vous ai mis dans le lien de l'épisode le numéro de joueur info service, même si j'espère que vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes des mecs raisonnés, vous êtes des mecs intelligents et vous faites du management bankroll, et j'ai absolument aucun doute là-dessus. Donc sprint, je vois pas pourquoi on aura un résultat très différent de ce qu'on a eu aujourd'hui. D'ailleurs, les bookmakers se sont ajustés. Donc c'est pour ça que quand on a 2 étapes généralement où les éléments sont quasiment les mêmes que la veille, il n'y a pas véritablement, si vous voulez, de value à aller chercher. Je vois Tim Merlier favori à 1,66, bah ouais, c'est logique. Alors après, Olaf Koy, deuxième à 5, Olaf Koy est tombé dans le final et il a perdu aussi Dan Maclay, qui est un élément important de son train. Donc, je le prendrai pas, mais... s'il y avait une petite value, alors je sais qu'il y en a qui détestent ce genre de cote, mais pour moi, s'il y avait une petite value, c'est Tim Merlier à 1,36 devant Olaf Koy. Voilà, petite value, j'aurais plutôt mis Tim Merlier à 1,15, à 1,20. Maintenant, bon, est-ce qu'on a sur un sprint, on sait qu'un sprint, ça peut être assez gamble, même si Tim Merlier se protège quand même très très bien depuis le début de l'année. Donc, 1,36, voilà, j'irai pas. Après, sur le reste, encore une fois, ça reste assez bien coté. Il y a pas mal de duels de poissons pilotes. Alors, Arvin de Klein m'a surpris aujourd'hui, il va chercher la 12e place. Dylan Groenewegen fait 15e. Arvin de Klein, il est vraiment en phase de reprise. Hein. Lui, vraiment, il visait, on va dire, un pic de forme pour, on va dire, la fin de la saison. Hein. Il a été gravement blessé en début d'année. Voilà, peut-être petite value sur Dylan Groenewegen à 2,10 face à Arvin de Klein, mais encore une fois, voilà, je toucherai pas, je vois pas ce qu'il y a véritablement à aller tirer sur cette deuxième étape du Renault 8 Tour. On attendra la troisième étape qui sera l'étape reine de cette ex-tour du Benelux. Je pense qu'on attendra à ce moment-là. On va plutôt se diriger sur le Tour d'Allemagne où on va prendre quelque chose. Alors, Tour d'Allemagne, on a une étape pour les sprinteurs. Alors, on a quand même 2 talus. Assez raides, mais qui sont quand même très très courts. Il y en a un qui est à 85 bornes de l'arrivée. Il y en a un autre qui est à peu près à 40 bornes de l'arrivée. C'est très court. Alors, est-ce que certaines équipes vont essayer d'utiliser ces 2 talus pour user un petit peu Jonathan Milan? Le premier me paraît quand même très très loin de l'arrivée, trop loin de l'arrivée pour tenter quelque chose. Et le deuxième fait que 1 km, 7,7% de moyenne. Il me paraît pas assez compliqué, si vous voulez, pour véritablement mettre en péril
le sprinter italien. Donc on sera globalement sur un vent 3/4 face sur une grande partie de l'étape. Donc échappée matinale bien évidemment, vous devriez voir des coureurs de la Bikehead. Je pense que vous verrez mon Miguel Lindemann qu'on a déjà reçu dans le podcast. Je pense qu'il va prendre l'échappée matinale. Je l'avais mis en vente à prix correct sur Side Limit. Je suis très surpris qu'il ne soit pas parti parce que je pense que il sort quasiment chaque année. Donc je pense que peut-être que je me trompe, mais je pense que Miguel sera dans l'échappée matinale accompagné d'un coureur de la Bikehead. Alors je sais pas lequel. En tout cas, on verra ça. Ensuite, on va arriver du côté de Hereford. Sprint, alors pas hyper technique, mais il y a quand même des virages. Après, il y a un sprint bonus à 7-8 km de l'arrivée. Et puis ensuite, ça va un petit peu tournicoter, si vous voulez, dans le final. Et on va récupérer un sprint vent d'eau, vent 3/4 d'eau. Alors, on va aller du côté des trains parce que c'est le plus important pour un sprint. Quelle est l'équipe qui a le meilleur train? Alors, hier, dans le podcast, je vous disais que j'aimais beaucoup l'association Wout van Aert, Mathieu Brinnan. Ça, c'est vrai qu'en matière de poisson pilote, Wout van Aert, c'est clairement un GOAT. On a vu tout ce qu'il avait fait, notamment tout le travail qu'il avait fait pour Olaf Koy. Wout a dit qu'il prêterait allégeance à Mathieu Brinnan. Maintenant, alors pour moi, ça va être un duel. Clairement, ça va être la Visma contre les Lidl Trek. Maintenant, du côté de la Lidl Trek, on a quand même ramené un petit peu l'artillerie lourde. On a Jonathan Milan. Derrière, on a Edward Tuns et on a aussi Simone Consoni. Donc, Ryan Gibbons, c'est aussi pas mal. Jacopo Mosca, Patrick Comrade. Donc, on a pour moi une véritable équipe, si vous voulez, équipe tournée au service de Jonathan Milan. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des surprises, du Phil Baos, du Gislar, du Hugo Hofstetter, pourquoi pas du Riley Chian, pourquoi pas du Emilien Janière. Mais vraiment, moi, je suis assez Cadem Groves aussi, qui est dans la partie. Alors c'est pareil, Cadem Groves, ça faisait quand même quelques jours qu'il disait qu'il avait envie de disputer la Vuelta pour essayer de marquer l'histoire du vélo, être le 4e coureur de l'histoire à remporter une étape sur les 3 grands tours la même année. Seulement 3 coureurs l'ont fait dans l'histoire. Le dernier, c'était Petaki. Ça commence à remonter. Les 2 premiers avaient fait ça dans les années 50. Sauf que, on a dit à Cadem Groves, non, tu vas rester à la maison pendant la Vuelta et on va envoyer Jasper Philipsen. Donc, est-ce qu'il le vit bien ou pas? Ça, je sais pas. On rappelle quand même qu'on a déclassé un petit peu Cadem Groves l'hiver dernier pour le basculer comme poisson pilote pour Jasper Philipsen. Malgré ça, il a joué le jeu. Malgré ça, il a sorti une étape de dingue, mais de ouf sur le Tour de France. Donc, si c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et qu'on lui a refusé, je pense très honnêtement, excusez-moi de l'expression, mais que ça peut un petit peu lui péter les burnes. Alors on a Soren Weirenskjold aussi, qui est très très en forme, et les Uno X qui arrivent avec une équipe en ordre de bataille. Moi je vais partir, je trouve, au niveau des cotations, je trouve qu'il y a une véritable value sur Jonathan Milan, à qui je donne à peu près 60% de chance de gagner cette étape. On l'a vu sur le prologue, il était déterminé. Alors effectivement, sur la classique d'Hambourg, ça n'a pas été terrible. Il a eu besoin, je pense, d'un petit déblocage. Maintenant, là, on va être sur un sprint, on va être sur du plat, on va être sur du vent 3/4 d'eau. Il a son train. Honnêtement, à part Tim Merlier sur ce type de sprint, simplement dans le monde, même avec on va dire un Mathieu Brinnan ou un Olaf Koy qui sera amené par Wout van Aert, je vois pas qui peut le taper en fait. Je vois pas qui peut le taper. Donc quand sur le Bookref, je vois des cotations qui oscillent entre 2,37 et 2,50. Je trouve ça particulièrement value. Donc vous l'avez compris, on va partir sur la victoire de Jonathan Milan. On sera sur 0,20% de bankroll. Alors au moment où j'enregistre, les cotations ne sont pas encore sorties en France, mais je pense que vous allez avoir à peu près les cotations. Je vous dis, sur le Bookref, c'est sorti à 2, je trouvais ça déjà valu, et les parieurs visiblement n'y croient pas trop. Ils ont plutôt tendance à appuyer sur Mathieu Brinnan qui était sorti à 6 et qui est descendu à 4. Moi, je vois pas, si vous voulez, pour moi, le parcours est pas assez dur pour sortir Milan du jeu, et je vois pas, même à la pédale, s'il a un retard à l'allumage, s'il a un décalage par rapport à Mathieu Brinnan, je pense qu'il est suffisamment fort et suffisamment puissant pour le remonter. Donc ça sera, et puis on l'a vu, il a fait le prologue vraiment à fond, donc il vient avec des ambitions sur ce Tour d'Allemagne. Donc on sera sur la victoire de Jonathan Milan. Donc voilà, je vous confirmerai la cote sur les réseaux sociaux, sur X, sur Twitter. On sera à mon avis entre 2,25 et 2,50, et ça sera du 0,20% de bankroll. Du coup, le top 3 de Mathieu Brinnan, ça va être un peu limite à mon avis au niveau des cotations.
Je pense que ouais, on aura du Matthew Brennan en top 3 à moins de 2, donc ça va pas être hyper value. Puis je vais aller faire un petit tour du côté des match-up. Alors je les ai pas regardés. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Voilà, duel de poisson pilote comme sur le Renault WeTour. Tour. On a du Danny Van Poppel contre Wout van Aert. Écoutez, non, sur les match-up, encore une fois, je vois pas non plus grand chose de dingue. Attention à Moschetti quand même. Attention à Moschetti qui peut avoir une pointe de vitesse redoutable. Non, écoutez, non, ça reste assez Gumball. Jordi Meus aussi qui pourrait un petit peu se... Ouais, Jordi Meus a un bon train. Attention à Jordi Meus. Hein. Il y a Danny Van Poppel dans l'histoire qui est aussi un excellent poisson pilote. On a du Laurens Pitty. Il y a possibilité. Florian Lipovic a dit qu'il venait pour aider ses équipiers. Donc il va mettre aussi la main à la pâte. Jordi Meus, c'est pas non plus dégueulasse. Je vais regarder un petit peu les cotations. Est-ce que ça vaut... Ouais, non, la cotation vainqueur, elle est à 7. Alors, Lamperti revient d'une victoire sur le Tour de République tchèque, mais bon... J'y crois pas trop. Donc voilà, non, je vous le dis, victoire de Jonathan Milan avec 0,20% de bankroll. On va pas aller plus loin pour ce coup tordu et on se retrouvera donc ce jeudi soir avec Thibaut et Enzo sur toutes les plateformes de podcast pour la grande preview de la Vuelta 2025. En attendant, Thibaut, vous le retrouvez sur son compte X, son compte Twitter, Thibaut Chambre, Enzo alias Analyste Phoenix sur son compte X, son compte Twitter et sur son site The Big Gear. Et puis le coup tordu, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur X, on est sur TikTok et bien évidemment on est tous ensemble. Le coup tordu, c'est que le début. Allez, ciao les amis.